Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 10 mars, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. La Croix-Rouge monégasque vient d'organiser sa conférence de presse annuelle, l'occasion de présenter les actions, notamment à l'international, avec son secrétaire général, Frédéric Platini. Vous pourrez écouter le témoignage des sœurs Brudou. Alors qu'elles revenaient de Thaïlande, elles se sont retrouvées bloquées lors de leur escale à Doha, dans le contexte que vous connaissez en ce moment au Moyen-Orient. La présentation de la 15e édition du One-to-One Retail e-commerce. Le Grimaldi Forum devient ainsi l'antre du commerce digital pendant 3 jours. 18 des 20 meilleurs joueurs mondiaux seront sur la terre battue du Monte Carlo Country Club du 4 au 12 avril. La liste des joueurs de ce Master 1000 vient d'être révélée ce midi à Paris. La Fondation Prince-Pierre vient d'organiser une conférence au Théâtre des Variétés sur le parcours d'un écrivain et les coulisses de la création littéraire. Et enfin, la Maison de France abrite une exposition destinée aux plus jeunes dans le cadre du centenaire de l'Alliance française de Monaco. Que ce soit à l'international, que ce soit du secourisme ou de l'action sociale, la Croix-Rouge monégasque est depuis 1948 sur tous les fronts. Le secrétaire général a organisé sa conférence de presse annuelle pour faire le bilan de l'année écoulée et présenter les perspectives d'avenir. Et il est avec nous ce soir. Frédéric Platini, bonsoir. Et bonsoir. Vous venez de donner une conférence de presse aujourd'hui, c'était l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée. On va commencer par ça. Quelles ont été les grandes actions menées par la Croix-Rouge monégasque en 2025 ? Très clairement, 2025, ça a été une année très internationale pour la Croix-Rouge monégasque, avec l'accueil en principauté de plus de 50 sociétés nationales européennes, mais également avec le positionnement de la Croix-Rouge monégasque sur des sujets qui n'étaient pas naturellement les nôtres, et notamment notre positionnement aujourd'hui en Palestine avec d'autres sociétés nationales. Alors justement, j'imagine que vous êtes particulièrement concerné et mobilisé comme ça à l'international avec ce contexte. Vous l'avez dit, la Palestine, il y a l'Ukraine, il y a maintenant le Moyen-Orient qui s'embrase. Vous agissez dans ces zones-là ? Alors, on a toujours répondu aux appels lancés par la fédération LCICR, donc Fédération Catastrophes Naturelles. On a même eu des activités en Iran suite au tremblement de terre, et CICR sur les situations de conflit. Ce qui est nouveau, c'est que la Croix-Rouge monégasque se déploie sur des terrains plus conflictueux, je dirais, comme la Palestine. D'accord. On se dit d'ailleurs ces derniers temps que ça va s'améliorer. Avec le temps qui passe, ça s'empire. Vous qui travaillez dans l'humanitaire... ça doit être un constat déchirant, j'imagine. Ce n'est pas un constat de succès du tout, plus d'une 50aine de conflits à travers le monde et des conflits oubliés, et puis une actualité qui est toujours plus conflictuelle. Donc ce n'est pas du tout une situation, je dirais, positive actuellement. Vous avez parlé de la Palestine, quelles sont vos actions à l'international ? Alors on est présent sur tous les appels de la fédération, ça veut dire qu'on intervient n'importe où à partir du moment où la fédération ou le CICR nous le demande, et la présence de la Croix-Rouge monégasque historiquement c'est l'Afrique de l'Ouest, oui. Avec le projet Alumbila qui malgré toutes les tensions qui existent au Burkina Faso et dans la région continue et est positif. Je vous rappelle qu'on avait créé un hôtel et que cet hôtel est positif et donne des subsides aussi à la Croix-Rouge du Burkina. Donc vraiment Afrique de l'Ouest, et on s'est aussi étendu en Europe de l'Est sur des projets d'accompagnement des personnes âgées. Ça veut dire les compétences de la Croix-Rouge monégasque ici à Monaco qui ont été étendues dans les pays d'Europe de l'Est. J'aimerais que l'on fasse le point sur les bénévoles aussi de la Croix-Rouge monégasque. Combien sont-ils et que font-ils ces bénévoles ? Alors on a un peu changé le mode de comptabilisation de nos bénévoles. On en avait 680 l'année dernière. Aujourd'hui on en comptabilise vraiment 540 parce qu'on veut aller sur les gens actifs. Les gens qui nous donnent des missions, les gens où quand on les appelle sont présents. Donc aujourd'hui on a 540, 550 bénévoles actifs à la Croix-Rouge monégasque. Ils interviennent majoritairement, je dirais, dans tout ce qui est secourisme, aussi dans les maisons de retraite, mais aussi à l'international. Et sans l'ajout des bénévoles à nos 85 salariés, ça serait très compliqué de mener à bien toutes les actions de la Croix-Rouge monégasque. Donc je les remercie grâce à votre antenne. Le message est passé. Un mot sur la jeunesse également, c'est important pour la Croix-Rouge monégasque. Oui, de plus en plus. La jeunesse nous pousse, la jeunesse arrive avec des idées innovantes et on a pu intégrer aussi au sein des effectifs de la Croix-Rouge monégasque des jeunes très prometteurs qui vont assurer l'avenir. Et aujourd'hui, la jeunesse, elle est aussi présente dans les maisons de retraite. Ça, c'est une nouveauté pour nous. Ça veut dire quand on leur propose des missions de bénévolat, c'est pas que le secourisme qui les intéresse, c'est aussi les relations avec les personnes âgées, c'est aussi les cours de soutien pour les jeunes en difficulté, c'est aussi le service social. Donc on arrive à insuffler de la jeunesse dans toutes les
les équipes de la Croix-Rouge monégasque. Et je voudrais que l'on parle également d'un de vos employés qui a été mis à la disposition du Comité international de la Croix-Rouge en Éthiopie. Expliquez-moi ça. C'est une de ces jeunes très prometteuses, Andrea, qui a été repérée par le CICR. Le CICR a fait une demande à la Croix-Rouge monégasque qui prend en charge en intégralité son salaire, mais le CICR prend aussi les questions d'assurance et de logement sur site. Et elle est aujourd'hui en Éthiopie sur un des conflits oubliés dont je parlais précédemment, où en gros un génocide est clairement en cours dans cette région, et elle intervient auprès des populations sous l'égide du CICR dans une mission qui est relativement risqué. Donc on fait aussi attention à cette personne, on a des points réguliers avec elle, mais vous avez la Croix-Rouge monégasque avec un de ses employés qui est au contact direct des populations qui sont affectées par ces conflits. Vous avez eu raison d'ailleurs de dire que c'est un génocide dont on parle très peu. Il y a bien sûr aussi des actions menées quotidiennement en principauté, que ce soit le secourisme et les actions sociales. Vous intervenez en principauté. Intervient en principauté et dans les communes limitrophes, ouais. Je pense que c'est important de le dire, pas que à Monaco. On a aujourd'hui à peu près 500 familles qui sont aidées par le service social de la Croix-Rouge monégasque. De ces 500 familles, les 2/3 viennent des communes limitrophes françaises et amies. Et ensuite, on a aussi au niveau du secourisme beaucoup d'activités qui ont été lancées ces dernières années parce que c'est jamais calme au secourisme. 220 postes de secours l'année dernière. On n'a que 150 bénévoles au secourisme et on en a besoin pour le Grand Prix par exemple de 300. Donc on a besoin aussi d'avoir une coopération avec d'autres sociétés nationales pour nous renforcer pendant ces événements. Pour finir, quelles sont les grandes dates et les grands événements de la Croix-Rouge monégasque en 2026 ? Alors, les grandes dates, la première qui va vraiment arriver, ça va être le Gala de la Croix-Rouge, où cette année, l'ASBM veut nous présenter un nouveau concept. Donc, on est impatient de voir ce nouveau concept à l'œuvre. Et ensuite, on a l'Assemblée Générale en novembre, où le prince Albert, notre président, a été identifié comme key speaker pour cette réunion. On voit de plus en plus le lien entre changement climatique et humanitaire. Et sur les appels auxquels on répond, près de 40% aujourd'hui concernent des catastrophes climatiques. Donc je crois que la communauté de la Croix-Rouge attend beaucoup de l'intervention de notre président à cette occasion. Et pour le bal de la Croix-Rouge, on n'en sait pas plus, ça sera la surprise, c'est ça ? Et il faut toujours faire des surprises. Bon, on reviendra vous en parler. Frédéric Platini, merci d'avoir répondu à mes questions. Un grand merci Fabien. La Croix-Rouge internationale particulièrement sollicitée, on l'a dit, avec le conflit qui semble s'enliser au Moyen-Orient. Tous les ressortissants monégasques sont rentrés en principauté, nous vous en avons parlé dans l'édition précédente. Et nous voulions ce soir donner la parole à deux sœurs qui ont vécu une aventure incroyable, mais dont elles se seraient passées. Elles revenaient de Thaïlande et elles devaient faire une escale à Doha. Et c'est là que commence le périple qu'elles nous racontent au micro de Frédéric Hélion. On devait rentrer donc samedi 28 à 13h à Nice. Et on n'est arrivé que dimanche, avant-hier, à 10h. On a pris l'avion, on avait une correspondance à Doha, donc on a fait Bangkok-Doha. Et ensuite, on est arrivé à Doha, on a attendu notre avion, on a repris l'avion, qui a décollé à 8h40. Et en fait, en plein vol, on a fait demi-tour. Et on a réatterri à Doha. En fait, on avait la Wi-Fi dans l'avion, donc on avait vu ce qui s'était passé en Iran. Et on arrivé sur le tarmac, on a un peu attendu dans l'avion, puis au final on a débarqué et on nous a dit d'attendre. Donc c'est la première chose qu'on a fait, on a attendu pour avoir plus d'informations. Puis au final, ça s'en est suivi qu'on a dû faire des queues à différents bureaux de notre compagnie. Pour vers 1h30 du matin, on a fini par avoir un hôtel dans Doha. On a essayé aussi de réclamer nos valises mardi, on ne les a toujours pas vues. Et donc Monaco nous a appelé la cellule qu'on a eu tous les jours vraiment. On nous a appelé tous les soirs, savoir comment on se sentait. Et il nous a proposé, en fait, c'était jeudi soir, de partir en Arabie Saoudite à Riyad. Donc 8 heures de voiture, sortir du Qatar, passer la frontière de l'Arabie Saoudite. 8 heures de voiture, on est arrivé à Riyad donc le vendredi soir et on a dû prendre un vol le samedi matin de Doha à Istanbul.
Non, pas de Doha, Riyad. pardon, Riyad à Istanbul. Arrivé à Riyad, on pensait que c'était la fin. Et en fait, arrivé pour notre vol Riyad-Istanbul et ensuite on va faire Istanbul-Milan. Riyad-Istanbul, 2h30 de retard. On a loupé la correspondance à Istanbul. On a réussi à faire changer du coup notre vol Istanbul-Milan pour le lendemain un vol Istanbul-Nice. Et donc on est arrivé le dimanche vers 10h avec le décalage horaire Donc à Nice. Une petite nuit de en plus à Turquie, Istanbul. voilà. Est-ce que malgré tout ce genre de péripéties, ça vous a un peu vacciné, je veux plus voyager, ou il y en a déjà un autre voyage qui arrive bientôt? Mais dans 5 semaines, on part au Sénégal. Ouais. Donc non, ça nous Non, a pas c'est pas- vaccinés, mais c'est le but du jeu. On n'a pas eu trop de chance, mais ça va. C'était plus d'attendre, de ne pas avoir vraiment de nouvelles et de date de retour qui était difficile. Puis en plus, on est toutes les deux professeurs des écoles. Donc on avait notre classe à essayer de gérer, à donner les éléments pour nos remplaçants. Donc ça a été plus ça aussi le stress que... Voilà. Diplomatie, le prince Albert II a reçu 4 lettres de créance ce matin au Palais Princier. Tout d'abord, Rubén Estuardo Nájera Contreras, ambassadeur de la République du Guatemala, suivi de Sanjeev Kumar Singla, ambassadeur de la République de l'Inde. L'ambassadeur du Royaume-Uni, Sir Thomas Drew, a lui aussi déposé ses lettres de créance, suivi à son tour de Tiko Tosé Yorlé, ambassadeur de la République du Libéria. Pour finir, le délégué général du Québec, Henri-Paul Rousseau, a remis au souverain ses lettres de nomination. Monaco devient pendant 3 jours la capitale du commerce digital. Jusqu'à jeudi, le salon One-to-One Retail e-commerce réunit plus de 2000 décideurs et experts venus imaginer le commerce de demain au Grimaldi Forum. Un reportage de Vanessa Dessy sur des images de Lionel Bernardi. Le commerce se transforme à grande vitesse. Dirigeants, experts du digital se retrouvent en principauté pour échanger sur ces nouveaux enjeux. Pour cette 15e édition du One-to-One Retail e-commerce, conférences, rencontres ciblées et rendez-vous d'affaires s'enchaînent. L'objectif est clair, faire naître des collaborations et accélérer les projets. Cette 15e édition du One-to-One Retail e-commerce, c'est autour de la mutation, le commerce à 3 voies. Le commerce à 3 voies, c'est la marque bien sûr, le client, et puis maintenant l'IA qui vient s'intégrer dans tout ce programme. 15 ans qu'on délivre un événement de qualité. La particularité, c'est des rendez-vous d'affaires. On a aujourd'hui 200 exposants, on a plus de 1150 décideurs qui viennent rencontrer les prestataires de solutions qui répondent à leurs problématiques business. Donc ça peut être autour de la data, autour des campagnes d'acquisition, autour de l'omnicanalité et qui rencontrent les bons prestataires. Et donc comme on gère du matchmaking, en règle générale, ça aboutit comme il le faut. Le commerce vit une nouvelle révolution. Porté par le digital, le secteur se réinvente. Les enseignes doivent s'adapter en permanence. Entre boutiques physiques et plateformes en ligne, les frontières disparaissent. Le commerce devient hybride, connecté et profondément centré sur le client. Les grandes tendances aujourd'hui, c'est autour de l'IA agentique. C'est l'expérience client, la relation client primordiale. Et puis après ça, ça va être tout ce qui est autour de la rétention. Puisque acquérir un client, c'est très bien, mais il faut apporter tout le service derrière pour le fidéliser. Ici, on a à la fois des retailers qui ont des boutiques, un certain nombre de boutiques. On a des marques, ce qu'on appelle des DNVB, qui sont nées par Internet et qui vivent au travers des réseaux sociaux, mais qui se placent aujourd'hui aussi dans un réseau physique. Et puis, on a des pure players, comme Showroom Privé notamment, VP, etc., qui sont des pure players. Voilà, donc c'est la combinaison et l'alchimie de l'ensemble de ces de ces audiences, ou en tout cas de ces marques, qui créent de la richesse en fait autour de l'événement. 3 jours de rencontres, de conférences et d'échanges afin d'imaginer le commerce de demain. Le salon se poursuit jusqu'à jeudi au Grimaldi Forum. En sport, on vous donne des nouvelles de Valentin Vachereau. C'est fini pour lui en simple, après s'être incliné face à Casper Ruud en 16e de finale de l'Indian Wells en 3-7. En revanche, l'aventure continue pour Valentin en double avec Arthur Rinderknecht. La cousinade joue les 8e de finale cette nuit et ça va être une grosse rencontre face à Djokovic et Tsitsipas. Rien que ça, on y reviendra. Et puisque l'on parle de tennis, nous connaissons désormais les premiers joueurs du Monte Carlo Rolex Master qui se déroulera du 4 au 12 avril. La liste a été annoncée aujourd'hui à Paris et nous retrouvons nos correspondants Justin Hadel et Jérémy Henry. Oui, et nous nous trouvons encore dans l'hôtel de Poulpry, la maison des polytechniciens. C'est ici, à midi, que l'annonce a été effectuée. Une liste de 45 joueurs. David Massé, le directeur du tournoi, nous en dit plus. On a le 9 sur le top 10 et 18 sur le top 20. On est vraiment ravis et on a hâte que le tournoi commence dans même pas 4 semaines.
Et parmi les grands noms qui seront présents au tournoi, on a notamment Djokovic, Alcaraz, Sinner, Tsitsipas et bien d'autres. Mais surtout Valentin Vachereau, notre monégasque, qui participera au tournoi sans passer par les qualifications et sans wildcard. Une première pour le tennis monégasque. En double, c'était déjà le cas pour Hugo Nice, qui avait déjà le niveau. En simple, c'est la première fois, en tout cas dans l'histoire récente, qu'un joueur monégasque se qualifie directement avec son classement, continue à grimper le classement chaque semaine. C'est magnifique de voir qu'il maintient la forme qu'il a eu à Shanghai pour gagner le titre en octobre. C'est un tournoi qui est Masters 1000 comme nous. Le Rolex Shanghai Masters, et avec le meilleur joueur au monde aussi. Donc, il est chez lui, donc on espère bien qu'il va faire de grandes choses. Pourquoi écrit-on? Quel est le processus de création? Et que se passe-t-il vraiment derrière les pages d'un livre? Ce lundi soir, une rencontre a été organisée au Théâtre des Variétés sur le parcours d'un écrivain et les coulisses de la création littéraire. Christine Dapoty et Lionel Bernardi ont assisté à cet échange. Voyez le reportage. Jean-Noël Pancrazy, écrivain lauréat du prix littéraire Prince-Pierre 2023, a été l'invité de la Fondation Prince-Pierre pour une conférence intitulée « Le voyage de l'écriture ». Pour un écrivain, tout commence souvent très tôt, à l'école avec les premières compositions françaises, celles où l'imaginaire prend parfois le dessus sur le sujet. Mais être auteur demande de la constance et de la sagesse. C'est là que commence alors le vrai travail d'un écrivain. On se sait écrivain que très tard. Moi, il m'a fallu des années pour que je me dise je suis un écrivain. C'est pas parce que j'ai écrit un livre que je peux me dire écrivain. Il faut prouver que l'on est. Donc il faut une sorte de ténacité et au fond aussi un peu de courage à aller dans le même chemin, même si, attendez, c'est pas facile du tout tous les jours. Le travail d'un écrivain commence quand on décide d'écrire un livre, mais il faut beaucoup de temps avant de se décider à écrire un livre. Moi, en tout cas, je laisse passer beaucoup de temps entre chaque livre. Et j'attends que le livre arrive, ou que la vie m'amène un livre, plus exactement. Donc, c'est à tâtons, toujours. C'est jamais comme ça, définitif, rapide, foudroyant. Non, c'est très lent et inconscient au départ, avant de commencer vraiment un livre. Avec le temps, l'écriture devient plus structurée. Le roman s'impose alors comme un véritable chantier. Il faut poser des bases, construire une histoire, trouver l'équilibre entre les personnages, les lieux et le rythme du récit. Mais l'écriture peut aussi prendre une tournure parfois plus personnelle. Soyez vous-même, surtout. Et essayez de vous concentrer sur vous-même et de faire attention à ses propres faiblesses, à ses propres épreuves, et les affronter et les écrire seul avec soi-même. C'est le conseil, mais chacun est capable d'écrire sur soi en étant absolument sincère. Quel que soit ce que l'on a écrit, parfois on a pu faire des erreurs, mais on a essayé d'être fidèle à sa propre vérité. Alors là, peut-être qu'on est un écrivain, mais vous savez, c'est jamais une certitude absolue. Certains auteurs choisissent aussi de raconter leur propre histoire à travers des récits plus intimes. Reste enfin la question du style, une voie à trouver, parfois au prix de nombreuses réécritures. Et malgré les doutes ou la fatigue, une chose continue de guider les auteurs, le lien qui se tisse livre après livre avec leurs lecteurs. On reste dans le domaine littéraire. L'Alliance française de Monaco fête son centenaire. Divers événements sont organisés pour célébrer cet anniversaire, dont cette exposition de Virginie Broquet à la Maison de France. Une exposition destinée particulièrement aux plus jeunes, puisqu'on peut y trouver 4 grandes œuvres de la littérature française illustrées pour un accès à tout public. Reportage d'Alban Jean-Jambre et Thomas Deus. Une collection de livres pour transmettre aux plus jeunes le goût de la littérature française. Cyrano de Bergerac, 20 000 lieues sous les mers, Les Misérables ou encore L'Avare. 4 œuvres classiques rendues accessibles par une scénographie et des illustrations ludiques. Ce que j'aime avant tout dans mon dessin, c'est rendre le côté vivant.
Parce que j'aime bien dessiner sur le vif, c'est un peu ma spécificité. Quand on travaille par exemple sur un cherche et trouve qui va permettre au plus petit d'aller chercher un détail de l'illustration de Virginie, ça lui permet de rentrer dans l'histoire et de mieux connaître les héros de l'histoire. Et en fait, par la suite, ils vont pouvoir même lire des résumés par illustration qui vont leur permettre de faire en fait l'intégralité de l'histoire et de boucler l'histoire jusqu'à des jeux à la fin, pourquoi pas, et des ateliers qui leur permettent aussi, pendant les classes, de découvrir tous ces auteurs. Edmond Rostand, Jules Verne, Victor Hugo, Molière, de grands auteurs français que pourront venir découvrir les élèves de la Principauté, une exposition qui entre dans le cadre du centenaire de l'Alliance française à Monaco. L'Alliance française, c'est d'abord une mission enseignante. Il s'agit de donner le goût de cette littérature classique, notamment aux plus jeunes. Et c'est pour ça qu'il y aura des classes. Nous avons un partenariat avec l'Éducation nationale de Monaco. Il y aura des visites de classe et notre directrice, Mila De Gregorio, les prendra en charge pour leur faire des ateliers à partir de livrets que nous avons conçus. En marge de cette exposition, une dizaine d'événements est organisée tout au long de l'année pour célébrer le centenaire de l'Alliance française à Monaco. On reste sur cette exposition de Virginie Broquet puisque ce sont également les photos de fin de journal de Stéphane Dana. À la météo ce soir, Christine Datomel. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Portez-vous bien. À demain. Bonsoir et bienvenue pour votre météo sur Monaco Info. La journée débutera demain sous un beau soleil sur Monaco ce mercredi. L'après-midi, par contre, le ciel deviendra un peu plus variable avec de nombreux passages nuageux. Les températures seront comprises entre 9 et 15 degrés. Et puis concernant la météo de l'eau, les sources de Monaco couvrent 25 à 50% de notre consommation. Côté éphéméride, nous fêterons les rosines, un prénom dérivé de la rose, symbole de beauté et de délicatesse depuis des siècles.